Durant mon année d'études à l'étranger à Londres, j'ai travaillé comme serveuse, le dernier d'une série de petits boulots au salaire minimum peu glorieux qui m'avaient permis de garder la tête hors de l'eau pendant l'université. Henry, un Londonien issu de la classe ouvrière, était mon manager. Même avec une bourse pour étudier au Smith College, j'avais quand même besoin de mes fiches de paye et de prêts étudiants pour couvrir les frais. J'avais l'habitude que l'argent soit rare. La petite ferme de mes parents était l'œuvre de leur vie, mais n'avait jamais été très rentable. La plupart des années, mes sœurs et moi bénéficions de la gratuité de la cantine à l'école. Je me souviens de ma mère ayant les larmes aux yeux à la caisse d'une épicerie, une fois, en voyant le total. À Londres, quand le marathon d'examen d'un mois de mon école a commencé, j'ai repris les services au bar que les autres étudiants avaient abandonnés pour étudier. Les nuits que je passais autrefois sur Skype avec mon petit ami dans le Massachusetts, je les passais désormais avec Henry, dans un bar presque vide. J'aimais ma vie londonienne, et je voulais rester. Mais j'avais un vol pour rentrer à la fin du mois de mai, un job d'été, une année d'université restante, et un petit ami qui m'attendait. Tout cela me semblait si banal, surtout quand l'alternative était de tomber lentement amoureuse du beau et ténébreux manager du bar. Henry et moi n'avons jamais franchi la ligne, mais nous discutions pendant des heures. Il me parlait de sa vie, de ses difficultés et de son diabète de type 1, qu'il devait gérer avec précaution. Mes camarades de classe préparaient leurs étés à Ibiza, mais Henry était comme moi. Il travaillait pour vivre, gagnant sa croûte. Il était comme une petite oasis, un morceau de Londres que je pouvais m'offrir. Le jour de mon départ, il m'a envoyé un SMS. Un café à Paddington avant que ton train ne parte. Je n'ai pas pu répondre car je n'avais plus de crédit sur mon téléphone. Je l'ai attendu près de l'entrée de la gare, portant des lunettes de soleil, pour que les navetteurs londoniens stoïques ne me voient pas pleurer. Il est arrivé trop tard. Le train pour Heathrow glissait déjà vers l'ouest avec moi à son bord. C'est la partie de notre histoire qui ressemble à une romance. Une comédie romantique du secteur des services, une intrigue secondaire dans Love Actually. Au cours de l'année suivante, ma relation d'université s'est étiolée, mais Henry et moi sommes restés en contact. Après l'obtention de mon diplôme, je suis retournée à Londres pour un master. Et pour lui. Il m'a aidé à emménager dans un appartement qui comptait plus de souris que de mètres carrés. Je pouvais à peine le payer, mais j'aimais vivre à nouveau à Londres. Au printemps, j'avais emménagé avec Henry et ses colocataires. Il était plus sage de partager le loyer. Henry était hésitant, mais je savais que nous devions le faire. Un montage cinématographique de nos 3 années suivantes qui pourrait facilement tenir dans cette comédie romantique. Des promenades venteuses le long de la Tamise. À la célébration de mon premier emploi à plein temps. Un voyage ensoleillé dans la villa familiale. Dans la villa familiale d'un ami en France. Notre premier appartement à nous deux, dans une vieille église en pierre, où nous avions 2 énormes vitraux et 2 minuscules chatons. Henry dans le quartier des Diamantaires de Londres, faisant remonter la bague de fiançailles de ma mère pour moi. En réalité, l'appartement de l'église était petit, humide et trop cher, même avec 2 salaires. J'ai pris un deuxième emploi. J'ai passé les vacances, avec des amis en France, à appeler secrètement ma sœur pour un prêt de 200 $ afin de renflouer mon compte à découvert. Nous n'aurions jamais survécu à ces vaches maigres, fauchées, comme nous l'étions, sans nous aimer profondément. Mais si notre vie le jour avait besoin d'amour pour être vivable, je me demande aussi si l'inverse était vrai. Notre relation a-t-elle bénéficié du travail d'équipe constant requis pour s'en sortir? Nous ne pouvions pas nous permettre de vivre l'un sans l'autre, et d'une certaine manière, cela nous a liés. Mais nous n'arrivions jamais à nous en sortir. Se fiancer et déménager aux États-Unis était ma solution, notre nouveau projet. J'étais sûre que les choses seraient meilleures, plus faciles, plus abordables une fois que nous serions installés dans le Massachusetts. Une fois aux États-Unis, nous avons tous les deux trouvé des emplois plus proches de nos intérêts. Henry dans la tech, moi dans l'édition. Mais peu de choses ont changé concernant nos finances précaires.
Les soins pour le diabète d'Henri, gratuits au Royaume-Uni, étaient chers et épuisants ici. Un déluge d'appels à l'assurance, de refus et de recours. La page d'accueil de mon ordinateur portable, mon premier arrêt chaque matin pendant des années, était un calendrier de factures et de dépenses. J'ai proposé une nouvelle solution, mon ultime tentative, emménager chez mes parents pendant 1 an, chat compris, pour économiser et sortir du cycle du découvert permanent. Les chats adoraient le poêle à bois, et j'aimais être en famille après des années d'absence. Henri vivait comme un invité dans la maison, déraciné et transplanté à nouveau. Notre relation en a souffert, mais nous avons commencé à ressentir la légèreté que procure le fait d'avoir une virgule dans son solde bancaire. Puis le cancer de ma mère est revenu pour la dernière fois, et nos chats ont contracté une maladie mystérieuse qui les a tués tous les deux, à grands frais, au cours de longs séjours à l'hôpital vétérinaire. La maison de mes parents est devenue un centre de soins palliatifs. Henri et moi avions à peine assez sur nos comptes pour louer un appartement. Ma sœur nous a prêté le dépôt de garantie. Le temps que je la rembourse 1 an et demi plus tard, j'étais la seule à vivre là. Quand Henri m'a dit qu'il partait, j'ai ricané face aux choses dont il disait avoir besoin. De l'espace, de l'indépendance, de l'autosuffisance. Grandisse un peu, ai-je dit. C'est un truc de film. Il me semblait égoïste de vouloir quoi que ce soit au-delà de la sécurité, de la protection et de la solvabilité. N'avions-nous pas prouvé que nous pouvions vivre de rien et que nous avions besoin de peu? Pourquoi as-tu soudainement besoin de plus? J'en ai juste besoin, a-t-il dit. C'est probablement ton cas aussi. Je me suis réfugiée dans ma chambre d'enfant, dans la maison où ma mère était morte 1 an plus tôt, tandis que, ou à quelques villes de là, Henri emballait ses affaires, démantelant la vie que je croyais que nous construisions ensemble. J'ai pleuré mon mariage et ma mère. Comment pouvais-je retirer la bague qui avait été l'histoire d'amour de ma mère, puis la mienne? Les deux étaient désormais terminés. Je pensais que Henri et moi étions indestructibles, liés par les mêmes épreuves durables dont nous plaisantions autrefois derrière le bar. Notre seule bataille ne pouvait être que nous contre le reste du monde. Je n'avais pas vu les batailles plus quotidiennes du mariage, le ressentiment, la complaisance, la codépendance. Cet insidieux glissement de la romance vers la simple cohabitation. J'avais l'oreille fine lorsqu'il s'agissait d'entendre un nouveau cliquetis dans la voiture qui pourrait signifier des réparations. Mais je n'avais pas entendu ce que Henri disait depuis des mois, qu'il n'était pas heureux, qu'il se sentait dirigé et piégé, qu'il voulait une vie à lui. Si je m'étais arrêtée pour écouter, j'aurais peut-être même entendu les mêmes inquiétudes résonner en moi. Cette année-là, j'ai dû tout recadrer. Perdre ma mère signifiait admettre que la trajectoire ascendante que j'avais toujours imaginée, chaque année meilleure que la précédente, tendant vers une vie heureuse et plus facile, n'existait pas. J'avais été certaine qu'un revenu suffisant était le déterminant du bonheur futur, non pas parce que j'y surestimais l'argent, mais parce que c'était tout ce qui me manquait. Je n'avais jamais envisagé que les choses qui comptaient, les gens dont j'avais besoin mourraient ou disparaîtraient. Et il n'y avait pas de remède à cela, rien que je puisse faire. C'était terrifiant, mais peut-être que cela pouvait aussi être libérateur. J'ai dit à ma thérapeute que quoi qu'il arrive à long terme entre Henri et moi, ce serait pour le mieux. « Vous êtes si optimiste », a-t-elle dit, surprise. J'ai haussé les épaules. Ça ne ressemble pas à de l'optimisme. Ce que je ressentais, c'était de l'abandon. Les choses que j'avais été si certaine de pouvoir tenir à distance grâce à de longues heures de travail et une planification minutieuse. La souffrance, l'échec, la perte, m'avaient toutes brisées. Mais j'étais là dans son bureau, d'une manière ou d'une autre, toujours dans le vert, continuant d'avancer. C'était une sorte d'orgueil, une vague que je pouvais chevaucher. Je lui faisais confiance pour me porter vers l'avant. 5 ans plus tard, je suis retournée à Londres pour voir des amis. J'ai logé chez la mère du meilleur ami d'Henri pendant quelques jours, à 4 rues de notre appartement humide de l'église. Je l'ai appelé depuis l'épicerie chic Marks et Spencer près de notre ancienne station de métro, preuve que le quartier s'était totalement embourgeoisé. Il avait déjà vu l'épicerie en venant quelques mois après la mort de son père. Incapable de prendre l'avion à temps pour le retour, il avait regardé sur Zoom sa famille se rassembler au crématorium. Il m'avait demandé de venir pour l'occasion. Nous étions assis tous les deux sur le vieux canapé que j'avais trouvé sur Craigslist en meublant notre premier appartement aux États-Unis. L'une de mes premières solutions pour nous. La dernière chose que j'ai réglée pour nous a été notre divorce à l'amiable, sans avocat.
Les formalités administratives étaient si compliquées que nous avons tous deux quitté le tribunal hilar de soulagement. Henri a pris un selfie de nous deux souriant sur le parking. Nous avons tous les deux de nouveaux chats, de nouveaux partenaires et de nouvelles vies maintenant. Des foyers plus heureux, des voitures plus robustes. Cela surprend parfois les gens que nous soyons restés amis. Moi, ça ne me surprend pas. Il a été facile de pardonner à Henri de vouloir plus. Une fois que j'ai réalisé que c'était aussi mon cas.